Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Le temps de Franco de Michel Del Castillo, lu par Renaud Bertin. La Galice, 1892-1912. Francisco Franco est né le 4 décembre 1892 au sein d'un ghetto, écrit Bartolomé Benassar. Image aussi forte qu'exacte, le biographe apportant cette précision indispensable, un ghetto militaire. Fondé en 1733 sous le règne de Philippe V, El Ferrol se niche au fond d'une ria large et profonde. La mer pénètre de 14 kilomètres à l'intérieur des terres en creusant un port bien abrité, entouré de collines boisées. Sise à l'extrême nord-ouest de la péninsule, dans une Galice verdoyante, mouillée tout au long de l'année par une bruine lente et persistante, la ville, abritée derrière ses remparts, ne vit, du moins ne vivait-elle alors, que par ses arsenaux, ses chantiers navals, ses quais, ses navires de guerre, son école navale, ses casernes. Les officiers formaient une caste séparée du reste de la population. Les leurs s'y mariaient entre eux, endogamie qui renforçait leur isolement. Ville d'une géométrie toute française, avec ses rues rectilignes, ses places rectangulaires entourées de portiques, avec ses façades garnies de vérandas vitrées, El Ferrol produit, note Carlos Fernandez, une impression d'humidité, le granit des maisons ayant fini, au cours des siècles, par s'imbiber de cette pluie lancinante. Tout y est sombre, ajoute le même auteur, les façades, les gens, leurs habits. On a beaucoup glosé sur ce patronyme, Franco, répandu parmi les maranes. On en a déduit sans l'ombre d'une preuve que le caudillo avait des ascendances juives. Or, depuis le XVIIIe siècle, quand les Franco abandonnent l'Andalousie pour s'installer en Galice, ils ont dû, une génération après l'autre, subir les enquêtes raciales exigées pour occuper une fonction officielle, sans qu'on ait jamais relevé chez eux la moindre trace de sang juif ou morisque, ce qui devrait couper court aux élucubrations. À supposer même que toutes ces enquêtes aient été conduites avec paresse, on ne constate chez Francisco ou ses frères pas la moindre préoccupation sur leurs origines, tous se considérant comme bons catholiques, suffisamment en tout cas pour se montrer éloignés d'une pratique assidue. Les parents du futur caudillo appartiennent tous deux à la caste militaire. Don Nicolas Franco Salgado, commissaire de la flotte, sorte d'administrateur et de superviseur comptable, ayant épousé Doña Pilar Bahamonde y Pardo, elle-même fille d'un intendant. Relevant de l'administration de la flotte, les Franco se situent dans la hiérarchie sociale en dessous du corps des officiers de pont, l'aristocratie de la marine royale. Ils font partie de la bourgeoisie moyenne. Le couple aura 5 enfants, 2 filles, l'une morte en bas âge, et 3 garçons. Dans la maison étroite et haute, 3 étages au-dessus d'une unique porte d'entrée, avec, dans le style galicien, une véranda au second, la famille mène une existence paisible et réglée, du moins tant que l'entente durera entre le père, Don Nicolas, caractère fantasque et anticonformiste, et Doña Pilar, pieuse et douce. 6 à 2 pas de la place principale de cette petite ville, qui comptait alors dans les 20 000 habitants, c'est un édifice robuste qui témoigne de la réussite des Franco depuis plusieurs générations. Derrière l'apparence digne, on trouve pourtant une réalité moins riante. Le ménage bat de l'aile et les enfants assistent à des scènes pénibles. Esprit libre, franc-maçon, le père incarne un personnage classique du répertoire espagnol. Noceur, coureur de jupons, buveur, d'humeur caustique, Don Nicolas passe ses soirées au casino ou dans des cafés, dissertant et pérorant avant de rentrer éméché. Dans ses mémoires, sa fille, Pilar, se donne beaucoup de mal pour laver son père de l'accusation d'ivrognerie. Peine perdue, trop de témoins confirment le penchant de Don Nicolas pour la bouteille, intempérance qui s'accentuera avec les années. Si l'alcool le rend irascible, l'impassibilité de Doña Pilar l'exaspère.
D'une beauté tranquille, elle n'a rien d'une femmelette dolente, supporte avec dignité les infidélités de son mari, fait face avec rang aux difficultés financières, puisque Don Nicolas dépense dans les cafés l'argent du ménage, la contraignant à des économies sévères. Ce n'est pas la misère, même pas la pauvreté, rien que la gêne. Les enfants mènent une existence frugale. Pilar, la sœur, se rappelle que sortant de l'école, ses frères et elle couraient vers la maison, talonnés par la faim. Encore ce mot « faim » traduit-il mal le terme espagnol « gana », qui est une irritante et constante sensation de privation. « Tienes gana ?» La question a accompagné mon adolescence. On mange suffisamment, on est vêtu avec décence, mais on ignore le superflu, on évite le moindre gaspillage. Au goûter, une tranche de pain et un carré de chocolat, une orange le dimanche ou les jours de fête. Rarement une friandise. Peu de jouets, mais d'autant plus précieux. Un sabre pour les garçons, une poupée pour les filles. On ne trouve pas davantage de livres, sauf des manuels scolaires, quelques ouvrages pieux, car la mère est une catholique convaincue qui prend très au sérieux ses devoirs de chrétienne, enseignant la lecture et l'écriture aux enfants des ouvriers de l'arsenal et du port. Elle accueille et élève son neveu, resté orphelin. Pour elle, la foi n'est pas une simple pratique rituelle. Même si dévote, elle assiste à la messe, suit les processions, fait des pèlerinages. Imposante, avec cet air de dignité de la bourgeoisie espagnole, on peut imaginer qu'elle n'exerçait pas sur Nicolas une attirance irrésistible. On peut aussi deviner qu'elle considérait avec une réprobation glaciale les frasques de son mari, adoptant une attitude de silence et de mépris quand il rentrait éméché à la maison. Ne réussissant pas à lui faire perdre son calme, Don Nicolas tournera sa hargne contre Francisco, surnommé Paquito, diminutif affectueux. Enfant malingre, l'air mélancolique, c'est le protégé de sa mère. Ainsi qu'il arrive souvent, le couple réglera ses comptes sur le dos du garçon, devenu le souffre-douleur du père. Don Nicolas ne laisse pas passer une occasion de se gausser de sa lenteur d'esprit et de ses airs ahuris, renforçant sa timidité naturelle. Nicolas, l'aîné, serait, selon le père, le plus intelligent, Ramon le plus original, Paquito, lui, le plus stupide. Jamais son père ne reviendra sur son opinion, même lorsque Francisco sera devenu le caudillo. « Francisco, chef d'État, laissez-moi rire », s'esclaffait-il dans les cafés de Madrid. Il était bien le seul à l'époque à pouvoir se moquer du généralissime en public. Francisco avait juste 10 ans lorsque son père fut muté à Madrid, laissant sa femme et ses enfants au Ferrol sans qu'on sache s'il avait l'intention de les faire venir plus tard. 1 an après son installation à Madrid, il vivait ouvertement avec une autre femme, Agustina, une jolie institutrice d'origine modeste qui restera auprès de lui jusqu'à sa mort. On ignore comment Doña Pilar, trop digne pour évoquer sa situation, vécut cette rupture qui, pour ses enfants, notamment Francisco, l'a laissé dans une position humiliante. Très à cheval sur le respect des convenances, la mère fit face avec courage, exigeant de ses enfants qu'ils rendent visite à leur père lors de leur passage par la capitale. De cette mésentente et de cette séparation, l'inévitable psychiatre a tiré un diagnostic dont le foisonnement laisse sans voix. À l'en croire, Francisco Franco aurait été tout à la fois hystérique, schizophrène, paranoïaque. À sa suite, de nombreux biographes se sont engouffrés dans la brèche, développant les conséquences sur le caractère du futur caudillo de ce traumatisme psychologique. Les hagiographes du futur caudillo passent, eux, sous silence la rupture, n'admettant pas que leur héros ait grandi au sein d'une famille désunie. Pourtant, sont-ce bien les frasques de Don Nicolas et la séparation de ses parents qui ont le plus marqué cet enfant frêle et introverti, ou bien l'indifférence et le mépris que son père lui manifestait. Se sentant rejeté, Francisco trouvait refuge auprès de sa mère qui lui prodiguait l'affection dont il était sevré. Encore faut-il nuancer. Paquito n'avait rien d'un fils à maman, et Pilar n'appartenait pas davantage à l'espèce des mères possessives. Parce qu'il était faible, elle l'entourait d'une attention vigilante, sans trace de sentimentalisme. Toute sa vie, Franco lui témoigna un respect mêlé d'admiration. C'était à ses yeux une sainte, mais une sainte à l'espagnole, forte et droite. Sans doute est-ce d'elle qu'il tiendra son conformisme bourgeois, sa frugalité spartiate, son sens du devoir, sa manie de l'ordre et du rangement, sa méticulosité, sa réserve.
Faut-il diagnostiquer la paranoïa dans ce culte des préceptes de la bourgeoisie provinciale? Si oui, l'Espagne était peuplée de paranoïaques. Nul doute qu'il ait souffert enfant du rejet de son père. Il y a de fortes chances qu'il ait répondu à ce dédain par une sourde détestation et qu'il ait d'autant plus admiré sa mère qu'il blâmait son père pour sa débauche et son ivrognerie. La séparation du couple ne semble pas avoir causé un traumatisme sérieux chez les autres enfants. Ramón sera un pionnier de l'aviation, un casse-cou sympathique, un rebelle proche des anarchistes les plus radicaux. Franc-maçon et antimonarchiste, il fréquentera des voyous, complotera à Séville, tentera de bombarder le palais royal et ne rejoindra que sur le tard les rangs nationalistes. Voué aux missions secrètes et aux négociations de l'ombre, Nicolas sera surtout préoccupé de s'enrichir, amassant une belle fortune. De son père, il aura hérité son goût des femmes frivoles, actrices, chanteuses, espionnes même, le contraire, en somme, de l'image maternelle. Là où une forme de délire se manifeste chez le futur caudillo, c'est dans la rationalisation de l'inconduite paternelle. Pour Francisco, l'appartenance à la franc-maçonnerie explique les infidélités conjugales, l'ironie subversive, l'ivrognerie. A-t-il entendu cette fable dans la bouche de Doña Pilar ou de son entourage? A-t-il de lui-même échafaudé cette théorie de la corruption par la franc-maçonnerie de toutes les valeurs? Il en fera la cause unique de tous les maux qui accablent la patrie depuis des siècles. Ce que la race était pour Hitler, la franc-maçonnerie le fut pour le caudillo, jusqu'à la monomanie. Tard dans sa vie, il continuait d'établir des fiches, de réclamer des enquêtes, de compulser des listes, débusquant partout des francs-maçons.